je suis Lynn Esther Hermano. Welcome at home, c'est un plaisir de vous recevoir chez moi. Je suis Lynn Esther Hermano, présentatrice télé, journaliste et actrice camerounaise. Lydia, voilà, donc très bonne fête à Lydiane Mbappé. Plus de 15 ans au service de l'audiovisuel. Pas de souci, vous pouvez entre 17h et 20h30. Music, acting, adverts and TV shows. By God's grace, I did all that successfully. Till the day, love knocks at my door. À ma passion, j'ai choisi sans hésitation mon amour et mon foyer. J'ai quitté joyeusement le Cameroun pour d'autres cieux, pour mon époux et pour plus tard mes 2 bébés. 4 ans après, voici mon quotidien, mes combats de femme. Enjoy my life as a woman and my battles so far. Aujourd'hui, c'est Lynn qui reçoit. Coucou mesdames. Oh là là, mon Dieu, journée compliquée pour toutes les femmes, mères ou pas, on sait très bien que c'est notre quotidien. À la fin de la journée, on est complètement lessivés. Mais moi, je ne suis pas simplement épuisée, je suis surtout contente de vous retrouver après 1 mois et demi de silence. Et c'était nécessaire, on est bien d'accord, hein? Oui, parce qu'il fallait passer de la première à la seconde saison. Et j'espère que vous avez mis cette période-là à profit, que vous avez eu le temps de vous fixer sur vos véritables attentes concernant cette émission. Moi, en tout cas, je dois vous avouer que je ne me suis pas ennuyée. Je suis vraiment allée dans le sens de vous satisfaire. J'ai pris le temps de relire vos suggestions, vos remarques concernant cette télé-réalité vouée au féminin, aux souffrances et au quotidien féminin, hein, positif comme négatif. Et donc, j'ai appris pas mal de vos attentes à ce propos. Je voudrais déjà vous dire qu'on va essayer de faire mieux. Vous avez évoqué le fait qu'il est important pour vous qu'on aille davantage dans la proximité, dans la simplicité. Vous avez également dit que pour vous, c'est pas le plus important d'avoir des stars dans ce programme. Ce que vous désirez, c'est que l'on aille au fond de vos soucis. Et d'ailleurs, qui mieux que les dames pour connaître les soucis vécus par les dames. Donc on va essayer de faire mieux pour cette seconde saison, mais qu'on soit bien sûr d'une chose, c'est que ça n'arrivera pas sans votre soutien à vous. Alors, concernant justement ces attentes, vous le savez, je l'ai dit précédemment, je le répète encore, la rubrique qui a glané le plus d'awards, eh bien, c'est la rubrique astuces. Et je voudrais prendre la contribution, la requête d'une maman de 5 enfants, eh bien, qui m'a écrit, hein, et qui a souhaité que l'on aborde une question qui lui tient à cœur. Merci beaucoup Lynn. Est-ce que ça t'embêterait, s'il te plaît, de partager avec nous tes astuces pour garder une belle poitrine après les maternités et de la contraception? Merci. Alors c'est signé Cécilou. Ben, je te fais un gros câlin. Gros câlin. Cécilou. Voilà. Alors oui, c'est clair qu'en une seule émission, on ne pourra pas à la fois parler du maintien de la poitrine et de la contraception. C'est 2 émissions différentes, ça. Mais on va essayer déjà d'aller dans le sens de tes attentes. Et je sais bien que c'est un problème que toutes les femmes... Enfin, quand je dis toutes les femmes, hein, on va pas grossir les faits, mais je veux dire que la plupart des femmes connaissent ce problème-là. Et ce n'est pas nécessairement lié à la maternité. Il y en a même avant de concevoir qui ont déjà un souci avec la fermeté de leur poitrine. Alors, je suggère que l'on rentre de plein pied dans votre rubrique « Les astuces ». Voilà, Cécilou, un peu comme à ces dames hein, qui ont ce souci, je voudrais quand même répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça n'est pas seulement le problème de la femme qui a déjà accouché, même si on sait très bien qu'une fois qu'on a donné la vie, eh bien, les tissus mammaires qui ont été mis à rude épreuve du fait de l'allaitement, du fait de la lactation d'abord, eh bien, ces tissus eh bien, ont du mal à tenir et donc dans certains cas lâchent. Mais avant, il faudrait que vous sachiez que puisque l'on parle de lactose mammaire,
avant, il y a les différentes formes de poitrine. On n'a pas toutes, on n'est pas égal à ce niveau-là. Il y en a qui sont nés avec des seins ronds, il y en a qui sont nés avec des seins opposés. Tu as même des seins en poire, tu as des seins en cloche, tu as des seins en goutte d'eau, tu as plein de seins. Il y a vraiment plusieurs formes de poitrine. Tu as même des seins qui sont inégaux, hein? Oui, et ça c'est une nature, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Mais ça, encore une fois, c'est une nature. Et donc, à partir de cela, vous voyez bien, hein, si on a une poitrine qui regarde en dessous déjà avant la maternité, ça pourrait aller s'empirant après la maternité. Alors, pour ce qui est de l'aptose mammaire, Cécilio a demandé que je partage mon expérience. Je voudrais commencer par vous dire quand même qu'il est essentiel de tenir compte du fait qu'il n'y a pas de muscles. Ici, il n'y a pas de muscles, c'est que des tissus. Donc, n'allez pas croire que le fait de pratiquer beaucoup de sport a quelque impact sur la poitrine. Absolument pas. Non, il n'y a pas d'impact sur la poitrine. Donc, moi, de base, je suis assez sportive, mais ça n'est pas du tout ce qui m'a aidé. Ce qui m'a aidé, eh bien, c'est déjà que, aussitôt que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai changé de routine. Déjà, davantage, je me lavais avec de l'eau fraîche, ce que je n'ai pas beaucoup fait avant. Je me lavais davantage avec de l'eau fraîche, j'aspergeais de l'eau fraîche au niveau de la poitrine, ça c'est important. Également, le type de soutien-gorge que l'on arbore, ça compte. Oui, parce que c'est clair que on sait bien, quand le lait rentre là-dedans, eh bien, on a la poitrine qui augmente et donc il y a un problème de maintien, ça c'est clair. Et si vous ne tenez pas bon le maintien, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les tissus vont s'affaisser, ça va de soi. Donc, pour anticiper, moi, j'avais carrément changé cette routine-là. Les soutiens-gorge, déjà, je les ai changés. Mais ce que j'ai fait et qui vraiment, je le dis parce que je l'ai expérimenté, et pas parce que je l'ai lu, ce que j'ai fait et qui moi m'a véritablement aidé autant à lutter contre les vergetures au niveau de la poitrine que contre l'affaissement de la poitrine, eh bien c'est ce mélange huile d'olive et beurre de karité. Alors ça, je peux vous dire que ça m'a vraiment sauvé la mise, quoi. Bah oui, pourquoi? Parce que le beurre de karité permet de lutter contre les vergetures, et moi j'avais décidé de ne pas lutter contre les vergetures, mais de prévenir les vergetures, c'est-à-dire ne pas attendre que ceci apparaisse, commencer déjà à prévenir. Et comme l'huile d'olive a une vertu raffermissante, en plus elle embellit énormément la peau, donc je me suis dit ok, bah, je vais associer les deux. D'un côté, je vais lutter contre les vergetures et de l'autre, eh bien, j'aurai ma poitrine qui va quand même résister. Alors, je vais vous dire, pour de vrai, après les maternités, je préfère de loin ma poitrine maintenant. Alors, comment est-ce que vous allez appliquer ce mélange-là? Alors, on sait que de base, le beurre de karité est compact. Donc, vous allez simplement le faire fondre. Et c'est pas compliqué, hein? Vous avez de l'eau chaude. Vous placez votre boîte à l'intérieur, et ben ça fond, hein, c'est une affaire de quoi 5 à 10 minutes, c'est totalement fondu. Et donc, vous allez mélanger ces deux huiles dans un seul pot pour ne pas avoir à appuyer dans la main à chaque fois. Franchement, je trouvais que c'était laborieux, et puis voilà. Et vous oindre avec pendant votre période de grossesse, en fait. N'attendez pas que la poitrine ait déjà lâché, d'accord? Commencez à le faire pendant que vous êtes enceinte. Mais ça fonctionne aussi si vous ne l'avez pas fait pendant la grossesse, vous le faites après. Pendant l'allaitement même, vous pouvez le faire. Parce que dites-vous bien, votre poitrine, elle est pleine de lait, mais quand elle ne sera plus pleine de lait, elle peut lâcher. C'est ce qui arrive généralement. Donc, même pendant que vous avez la poitrine pleine de lait, vous pouvez appliquer dessus l'huile d'olive. Ça ne va pas du tout gêner bébé. L'huile d'olive n'a aucun souci concernant les bébés. Il va en prendre un peu, c'est pas grave, mais voilà, faites-le. D'ailleurs, c'est bon pour tout le corps, hein. Faites-en votre huile du corps. Alors, il y a une autre astuce pour la poitrine. Bon, on parle de la manière de s'asseoir, hein, c'est vrai, parce que si vous êtes tout le temps voûté comme ça, eh ben, ça ne vous rendra pas service, on est bien d'accord. Hein. Vous aurez tout le temps la poitrine qui va en dessous, ça ne vous rendra pas service, il faudrait plutôt vous asseoir comme ça. Prenez l'habitude de bomber le torse, ça aide aussi. Et moi, j'achève donc avec le mélange concombre-œuf. Voilà, vous allez simplement écraser, passer le concombre au mixeur et votre œuf, vous allez le battre, hein, vous mélangez le tout et puis vous appliquez. Mais moi, le souci que j'ai eu avec cette astuce, c'est que voilà, c'est un masque et franchement, soyons honnêtes, mesdames, quand on rentre
du boulot, avec les enfants, qu'il faut coucher et tout. Un masque de 30 minutes, je ne sais pas si vous y arrivez. Moi j'ai été paresseuse à ce niveau et voilà, j'en voulais pas, quoi. Je me suis contentée de mon bain à l'eau fraîche et puis de me oindre avec mon mélange huile d'olive et beurre de karité. Donc voilà, ça paraît bête comme ça, mais ça fonctionne. Et vraiment, j'espère que vous aurez la patience de laisser agir cela. Alors oui, très important, et c'est par là que l'on va sortir. Il faut que vous sachiez que le mouvement que vous effectuez sur votre poitrine compte énormément. Alors vous allez avoir plein de démos sur internet qui vous disent il faut voilà, faire ça pendant 15 minutes. Mais non, non, je suis désolée, parce que si vous faites ça, on est bien d'accord que c'est un mouvement descendant. Et donc oui, la poitrine va descendre un peu plus. Si vous voulez la relever, vous faites le mouvement inverse. Donc voilà, vous massez en fait votre poitrine comme ça. Et prenez votre temps, parce que le but c'est quand même que l'huile d'olive rentre dans votre poitrine. D'accord? Donc mouvement montant et non descendant. Voilà. Vous le faites et ne comptez pas. Ne vous dites pas, ça fait 3 mois que je le fais, ça fait 5 mois. C'est pour ça que je vous ai dit, apprenez à vous oindre avec, que ce soit votre huile au quotidien. Voilà. Mais en tout cas, ça marche. La preuve. Bonjour. Alors ce matin, c'est un matin quand même assez particulier. On a bien envie de retourner dans notre pays natal, hein, des fois, petit déjeuner à la camerounaise. Chez nous, ça s'appelle BHB, hein, donc beignet haricots bouillis. Aujourd'hui, j'ai eu envie de cela, surtout que j'ai une copine qui passe me rendre visite tout à l'heure. On va énormément échanger. J'ai bien envie que ce soit vraiment dans un cadre chaleureux, convivial, mais très patriote, quoi, si on peut dire ça. Alors, je vais lui faire une surprise et ça ne s'attend pas à ce que ce soit ce type de petit déjeuner là. Là, j'ai battu la pâte déjà, je fais les beignets. Et alors, le haricot est déjà prêt. Voilà. Nous, on le fait vraiment de façon particulière. Mais comme je contrôle assez ma ligne, je n'ai pas mis beaucoup d'huile. Mais sinon, le procédé est le même, hein. Il y a juste que je ne laisse pas baigner dans de l'huile, voilà. Et la bouillie, je la ferai tout à l'heure de telle sorte, quand elle arrive, que ce soit bien chaud, quoi. D'accord ? LGL Transport est un expert dans le transport de tout type de biens à travers le monde. Chez LGL, nous transportons par route vos marchandises dans toute l'Union européenne. Nous disposons chaque jour des camions Truckliner, fourgons et plateaux dans votre région. LGL Transport achemine vos conteneurs par voie maritime dans tous les ports du monde. Et depuis 2 ans, nous survolons le monde au rythme de vos exigences. LGL Transport, votre assurance d'arriver à bon port. Ça va? Et toi? Je suis contente. Mais bien sûr que tu peux. Bon, maintenant, avec les mesures de sécurité, ça devient compliqué, même entre copines, que, écoute, voilà. Il paraît qu'avec le pied, ça passe aussi. Oui, hein. Allez, vas-y, entre. Merci. Alors, voilà, on fait comme il faut. Avec ces gestes barrières, ça n'arrête pas. Merci. Fais comme chez toi, hein. Allez, viens, ma grande. Suis-moi. C'est joli, madame. Merci, ma douce. Merci. Bon, alors, moi, je vais tout te dire.
j'ai quand même... j'avais hâte de te voir. Et tu sais bien, tu n'avais pas envie de voir du monde, ce que j'ai parfaitement compris pendant cette période-là. Mais je me suis dit, bon, quand elle va passer à la maison, il faut que ce soit du beignet haricot. Petit déjeuner du pays, donc je vais te servir comme la reine que tu es et puis on va passer de l'autre côté, d'accord? Merci. Tu me disais que ça faisait longtemps que tu n'as pas mangé de beignets haricots. Ça fait longtemps, c'est toute une histoire. T'inquiète pas, on a toute la journée, on va en discuter aujourd'hui. Voilà. Alors moi j'aime bien de temps en temps pour que les enfants grandissent avec un petit bout de Cameroun. J'estime que c'est important qu'ils sachent d'où ils partent. Donc des soirées BHB comme on dit communément, j'aime bien en organiser et mon époux aime bien aussi en manger, donc ça tombe bien. Ben voilà. Bon. Dis mon époux, c'est pas hein, tu sais bien. Allez ma grande, on passe à table. Ok. Allez les beignets. Et donc voilà, avant qu'on ne passe à table, moi j'en profitais pour faire les présentations. Michel Ngankou, ça c'est pour moi, mais pour vous c'est la douce flamme. Elle est artiste de Bikutsi et pas que. C'est vraiment tous les rythmes, je crois que tu surfes entre tous les rythmes du sud, Cameroun, tu sors du sud, tu vas vers le centre, voilà. Vers le centre et je prépare même l'ouest maintenant. Voilà, il faut attaquer, oui, parce qu'il y a cette unicité du pays qu'il faut mettre en avant, voilà. Donc vous la connaissez plus comme artiste, mais moi c'est vraiment la copine que je reçois à la maison. Et comme vous savez, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se ramène à la maison, c'est généralement parce que la personne est porteuse d'une souffrance, mais surtout d'un message. Et donc, moi je dis, ça va se passer super bien parce que j'ai hâte de mordre là-dedans. Allez, à l'attaque. Prends place. Et puis, il va être midi, donc. Voilà. Écoute, tu es chez toi, hein, Michel, serre-toi. Ah oui. J'ai même fait la bouillie, donc franchement... Ça sent bon. Waouh. Bon, je te préviens, hein, tout le monde sait mon point fort, c'est le haricot. Hein. Donc, voilà, ça c'est mon point fort, imbattable. Je sais que les femmes après vont me dire, mais c'est quoi ton secret? Je ne sais pas si je dois vous le donner. Mais non. Je ne sais pas. Non. Un tout petit peu. On ne dit pas tout, hein, parce que sinon tu n'as plus de particularité. Voilà. Voilà. Alors, ma grande, je voudrais quand même préciser que je serais passée te voir parce que tu sors un peu de la grande épreuve et je pense que les femmes, toute femme peut savoir ce que cela représente de perdre un enfant. D'ailleurs, j'ai reçu des spectatrices inbox qui sont venues me demander de traiter ce sujet-là. D'ailleurs, me disant, voilà, moi je passe par là et je ne sais pas comment me remettre de ça. Et ça tombait plutôt bien parce qu'avec toi, on avait déjà discuté de comment aborder cette question. Et moi, j'ai voulu simplement te rendre visite après ta fausse couche. Mais tu m'as dit que tu avais besoin de temps pour te remettre, surtout qu'avec le Covid, Covid-19, le coronavirus, on ne pouvait pas rendre visite. Donc, passer à la maison, tu as demandé du temps et ça, c'est quelque chose que je respecte pleinement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens quand même d'attaque pour aborder cette question? Est-ce que tu te sens les forces pour en parler? Je crois que oui. On va y arriver. Ça va, je rigole déjà. Donc, j'ai déjà fait beaucoup de chemin. Il faut dire que ça prend beaucoup de temps. Oui. Ça prend beaucoup de temps pour faire son deuil et on ne le fait jamais d'ailleurs, le deuil. Totalement. Je crois que j'ai assez de force maintenant pour pouvoir aborder le sujet. Maintenant, ça dépend de quel plan. Tout n'est pas facile à déballer. Mais bon, ça, voilà. C'est clair. De base, la fausse couche, c'est quand même un sujet classé tabou. Injustement classé tabou. Voilà. Injustement, c'est important. Oui. Ça me fait penser que l'ex-première dame des États-Unis, Michelle Obama, est passée par cette case-là et elle en a parlé.
Elle a dit que le véritable problème, c'est qu'elle ne savait même pas pourquoi, t'inquiète pas. Elle a dit que le véritable problème, c'est que elle ne savait même pas à qui en parler et elle ne savait même pas qu'elle pouvait en parler parce que la femme à ce moment-là quand même passe par plusieurs phases et la société ne l'aide pas beaucoup. C'est un enfant qui n'est pas tout à fait né. D'ailleurs, n'est même pas encore, quand il n'a pas 6 mois, il n'est même pas encore considéré comme un enfant. Mais c'est pas pour ça qu'on a pas mal. Mais toi, comment est-ce que tu as vécu cette épreuve-là? Je pense que moi, je ne classerai pas ça. L'histoire de fausse couche, je ne la classerai pas tabou. Peut-être c'est tabou pour certaines personnes, mais c'est pas tabou pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai souligné le fait de l'injustice dans le fait de classer tabou. Parce qu'en fait, il y a des grossesses qui sont désirées et des grossesses qui sont des grossesses surprises. Chez quelqu'un qui n'a pas préparé sa grossesse et qui peut-être, cette grossesse tombait à la limite au mauvais moment, ça peut être un sujet tabou. Mais même quand on n'a pas préparé sa grossesse, le fait d'avoir vécu avec cet être-là, pendant 1 mois, 2 mois, 3, savoir que je partage mon corps avec quelqu'un, ça crée un lien pas possible qui fait que quand cette personne-là s'en va, on ne reste jamais indemne. Jamais, jamais. Donc pour moi, c'est pas tabou. Je pense juste que, et d'ailleurs, moi j'ai eu tout je ne sais pas comment appeler ça, j'ai eu tout un programme avec des psychologues quand je suis sortie de l'hôpital. Moi, j'ai passé 2 mois chez moi où j'avais tous les 2 jours un appel d'un psychologue parce que c'était dans la période de Covid, donc je ne pouvais pas consulter physiquement. Tous les 2 jours. Et j'avais 7 psychologues qui suivaient mon cas, qui se rassuraient que... Et la seule question que toutes m'ont posée, c'était que vous ne pensez pas à faire quelque chose de... Ils pensaient que je voulais me suicider. Et alors si on pense que tu te suicides parce que tu as perdu l'enfant, c'est que c'est quand même quelque chose de très important. C'est vraiment important. Pour moi, c'est pas tabou du tout. Maintenant, c'est une douleur qui est censée passer assez rapidement. Parce qu'on a la chance, la femme, que le cycle se renouvelle tous les mois. Donc, ça te donne de l'espoir de pouvoir concevoir le mois qui suit ou 2 mois après. Donc, évidemment, ça va très vite passer. À partir du moment où j'ai eu à nouveau l'espoir de concevoir, ça s'est dissipé. Moi, j'aimerais qu'on parle justement de cette autre conception-là. Ce nouvel essai. Moi, j'ai connu nombre de dames qui n'ont pas fait face qu'à une seule fausse couche. C'était des fausses couches à répétition. Et moi, je me suis quand même demandé, est-ce qu'on trouve rapidement la force de se remettre à l'œuvre quand on sait que ça peut encore arriver? Toi, tu en as connu combien déjà, si c'est pas trop indiscret? 2. Enfin, je vais dire 2. J'ai perdu 2 enfants. La première fois, c'était une interruption volontaire. Et la deuxième fois, c'était la fausse couche tardive. Mais je pense, ça m'a pris depuis la première fois, c'était en 2008, jusqu'en 2020. Donc, il faut déjà voir le temps qui est passé pour que je refasse un essai. Entre-temps, oui. Mais je pense que j'ai quand même fait 5 ans où je ne voulais pas en parler. Ça veut dire que c'est pas facile à aborder le sentiment d'échec, le sentiment du non accompli, de ne pas aller au bout. C'est très très difficile. Moi, j'ai pas su me remettre en selle rapidement. Il m'a fallu 5 ans. Maintenant, il faut dire que le temps que je me stabilise dans ma vie aussi fait que j'ai plus facile cette fois-ci en 2020 de me remettre en selle parce que je sais ce que je veux. J'ai dit, je vais faire mon enfant et donc je me donne les moyens de le faire. Ça ne veut pas dire que je suis guérie de celui que j'ai perdu, mais ça veut juste dire que je me dis... Oui, parce qu'un enfant ne remplace pas un autre. Ça, jamais. Jamais. Contrairement à ce qu'on croit. Jamais, jamais, jamais. Je me dis juste, il est allé préparer le chemin pour ses frères. Je ne vais pas abandonner. J'ai plus facile de recommencer maintenant parce que voilà, je l'ai déjà fait une fois. Je peux recommencer autant de fois. J'aime beaucoup le fait que tu parles de ta stabilisation parce que je voudrais quand même rappeler aux dames que Michel ou Flamme pour les fans est nouvellement mariée, jeune mariée, mais on en parlera après. Tu as évoqué un point important, je tiens vraiment à ce que l'on revienne dessus, le sentiment d'échec. On n'en parle peut-être pas assez, mais ce sentiment-là, ça peut paraître absurde, mais il est réel.
Tout à fait. Mais il est rattaché à quoi? Qu'est-ce qui le justifie? Moi-même, je ressens que je suis en échec par rapport à quelque chose que j'ai voulu faire. Quelque chose où j'ai mis tout mon cœur. Et le regard des autres me renvoie aussi l'image comme quoi je suis en échec parce que je n'arrive pas à faire ce que pourtant d'autres personnes font. Ça me dévalorise en tant que femme. Et ça, il faut dire qu'une femme naît femme. Il y a d'autres à côté. Et quand tu n'as pas enfanté, toi-même, tu ne te considères pas comme femme. La preuve, quand la fameuse opération de l'hystérectomie, quand elle arrive dans le monde, ça sonne la fin de la vie de la femme. Tu vas revivre après ton hystérectomie, pas parce que... tu vois, mais tu n'as plus ce truc de la femme. Donc, enfanter, ça reste quand même quelque chose de très important. C'est fortement rattaché à la féminité. À la féminité, à ta personnalité, à ta valeur de femme. Moi, je n'ai pas d'enfant, je suis malheureuse. J'ai beau avoir mon mari qui fait tout, mais tant qu'une femme sans enfant, elle est malheureuse. Sauf quand on te dit que ce n'est vraiment pas possible, tu l'acceptes. Tu arrives à l'étape de l'acceptation, les fameuses étapes du deuil. Mais c'est un travail sur soi. C'est un travail sur soi. Donc ce sentiment d'échec-là, il est très présent. C'est même de la honte finalement. C'est la honte. À un moment donné, il faut vraiment beaucoup pour se relever de ça, pour se relever de cette honte-là. Tu as le regard des autres, tu as peur, tu as honte qu'on te regarde. Moi, j'avais honte à l'hôpital quand j'ai vu mon enfant partir du purée, on ne me regardera plus. Autant tu es valorisé quand tu es enceinte, parce qu'on doit le dire, quand tu es enceinte, ah oui, tout le monde, ah oui, et c'est quoi? C'est un garçon, c'est une fille, ça te donne de la valeur. Autant quand tu n'as plus ça, tu te sens démuni. Donc, et c'est là qu'on comprend en fait l'importance du regard d'autrui, même si on veut le banaliser, il a quand même son rôle, même dans la gestion du deuil. Parce que, moi je vais te dire, les dames avec lesquelles j'ai échangé, ont vécu la fausse couche en s'interdisant de pleurer. Ce qui ne facilite pas le deuil. Mais c'est une somme de paradoxes finalement. Ça, c'est un truc typiquement africain. Je suis africaine, mais ça, c'est un truc qui est typique. Autant tu vas arriver, le psychologue va te dire pleure, parce que tu en as besoin. Autant ta maman au Cameroun ou je ne sais pas où va te dire on ne pleure pas un enfant qui est mort parce que sinon il ne reviendra pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pleure et je repleure parce que j'ai besoin d'évacuer. Tant que tu n'as pas évacué la souffrance que tu as, tu ne seras jamais prêt à recevoir encore du bonheur. Parce qu'il faut faire sortir le noir qui est dans ton cœur pour pouvoir avoir de la lumière. Il n'y a rien à faire de moi. Je dis aux femmes, il faut pleurer vos enfants. Il faut que l'enfant qui part se sente aimé, qui sache que vraiment je suis en train de faire de la... Tu l'as désiré et que tu as donné le meilleur de toi pour qu'il reste. Ça n'est pas de ta faute. Parce qu'effectivement, pleurer, ça permet une certaine déculpabilisation de la maman. Mais il faut déjà culpabiliser pour espérer déculpabiliser. Il y a certaines personnes... Moi, j'ai beaucoup culpabilisé. Maintenant, le fait d'avoir pleuré ne m'a pas aidé à déculpabiliser parce que je me sens toujours coupable de la perte de mon enfant. Maintenant, je ne me punis pas. Je passe encore du temps à me demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait. Tout ça, c'est de la... Parce que on a beau me dire que ça n'a rien à voir avec moi, mais parce que c'est moi qui l'ai porté, j'ai l'impression tu en étais responsable. Pas été capable de le protéger. Donc pleurer, je pense que pleurer ne m'aide pas à déculpabiliser, ça m'aide plus à me relâcher, à revoir une attitude après. C'est juste ça, parce que tant que je n'avais pas pleuré, moi je pleurais même 50 fois par jour. Mais tant qu'il suffisait que tu me dises bonjour, comment ça va, pour que ça coule. Mais ça, j'en avais besoin. Et tant que ça venait, ma mamie qui était près de moi, qui s'occupait de moi, me disait, c'est que tu en as besoin. Mais je n'ai pas pour autant déculpabilisé. Je porte toujours cette culpabilité-là. Et tu évoques encore un point très important, le fait que la science, parce que tu disais, tu te demandes ce qui s'est passé, tu te poses cette question aussi parce que la science ne t'a pas dit pourquoi l'enfant est parti. En général, la science ne dit pas pourquoi il y a une fausse couche, à quelques exceptions près. Et ça, c'est parce que l'enfant
n'est considéré juridiquement viable qu'à partir de 6 mois. Donc, si la fausse couche arrive avant ce n'est pas tout à fait, et ça, moi personnellement, en tant que femme, je le vis comme une injustice. C'est un peu comme si vous niez ma douleur. On ne peut pas faire une autopsie, c'est vrai, à un enfant de moins de 6 mois, mais moi, j'ai besoin de savoir pourquoi mon enfant s'en va. Vous me rapportez une absence de vie, j'ai quand même besoin, j'ai droit à cette explication. Mais la science ne m'en donne pas, donc il faut que je me débrouille avec ma douleur en fait. Mais je pense qu'ils évoluent, ils ont évolué maintenant parce que j'ai quand même eu les résultats, moi, de l'autopsie de mon fils. Ah, la vénère. Ils évoluent. C'est vrai qu'au départ, on disait le moins possible. Mais il faut dire que moi, je fais partie du corps du métier. Donc, on ne me dupe pas. Okay. Donc, quand j'arrive à l'hôpital et que je dis j'ai tel symptôme, moi, je sais déjà ce que j'ai. Donc, ils n'avaient pas intérêt à me raconter des histoires. Donc, on a fait l'autopsie et on a finalement dit, voilà, j'ai fait une infection aiguë au niveau de mon placenta, ce qui a entraîné. Mon enfant n'avait rien. L'enfant est né, il était sain. On a dû même l'endormir. Pour qu'il s'en aille en paix, parce que pour ne pas me le donner alors qu'il continuait de se mouvoir comme il était dans le ventre. Donc en fait, oui, c'est tabou, ils ne veulent pas dire, mais quand ça dépend, quand tu insistes, moi j'ai dit, vous me dites ce qui s'est passé. Le premier, je sais pourquoi, je ne sais pas, la faute à pas de chance, disent les Belges, qui ne s'est pas bien développé. Il y a eu un problème de nanisme. Mais je sais que j'ai fait mon interruption de grossesse à cause d'un problème de nanisme. Le nanisme est arrivé comment ça? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. C'est la nature qui le gêne. Un problème de ceci. Mais ici, j'ai eu une infection aiguë qui a entraîné les contractions, l'ouverture du col et l'accouchement précoce. Ça, c'est clair. Mais après, quand je saurai ça, ça me rend encore plus coupable parce que c'est dès que j'ai su que j'ai eu une infection aiguë que j'ai commencé à me demander. J'avais mangé l'ananas le jour avant. J'avais mangé la nourriture qui était congelée ou je ne sais pas. C'est en fait ça. Donc peut-être que quelque part c'est bien de ne même pas dire. Peut-être. C'est en fait là que je voulais en venir. Là que je voulais finir en disant peut-être que parfois vaut mieux pas dire parce que ça va faire que tu vas continuer de dire ah oui, si j'ai fait une infection c'est parce que j'ai c'est peut-être parce et donc c'est encore de ma faute. Et l'épreuve du curettage, est-ce que toi tu l'as connue? Cette fois-ci tu m'as dit que... Ouais, mais est-ce que toi tu as vécu le curettage? Parce que parmi les témoignages que moi j'ai reçus, il y en a une qui m'a dit, mon Dieu Lynn, tu te dis pas le curettage, ah mais c'est pire que l'accouchement sans péridurale. Ça fait mal. Autant physiquement que psychologiquement parce que tu pousses, mais tu sais bien que ce ne sera pas un cri ensuite. Oui, maintenant, curettage ou accouchement... Parce que quand tu pousses, généralement, c'est accouchement. Que le curetage, c'est qu'on va avec un appareil, on va purer à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de pousser. Excuse-moi, c'est l'infirmière. Oh, mais écoute, fais à ton aise. Hein. Moi, je dis qu'on apprend chaque jour. Donc, ici, je connais l'étape, la phase qui est difficile, c'est vraiment l'accouchement. Et ça, la personne qui t'a dit ça a raison. Parce que quand tu pousses un être que tu ne vas pas prendre dans tes bras, c'est très difficile. Moi, j'ai accouché les 2 fois. Normalement, j'ai eu mon enfant. Comme ça, mais c'est très, très difficile de savoir. Et le pire, c'est que tu es en salle d'accouchement. Donc, tu es en maternité. Avec des bébés qui pleurent, donc c'est une épreuve qui est très difficile. Très difficile. Pour me sortir du bloc opératoire, moi j'attrapais les murs, je dis je ne peux pas sortir, je ne veux pas partir d'ici, pourquoi les autres ont leurs enfants et moi pas le mien. C'est vraiment très difficile, d'autant plus que si tu dois accoucher normalement. Parce qu'à la limite, quand on t'endort, et qu'on va faire le curettage proprement dit, tu te réveilles et tu sais qu'il y a eu un truc, mais tu n'as pas vécu ça dans ta chair en fait. Moi j'ai eu des contractions d'accouchement toutes les 3 minutes. Comme si ce que j'aurais pu dire, waouh, je vais enfin accoucher, mais c'était un calvaire. Tu as parlé de stabilisation, on en a parlé tout à l'heure, jeune mariée de ton état. Dans le processus de deuil,
quel a été le rôle qu'a joué ton partenaire? Est-ce que ton partenaire est ta famille, hein, finalement, parce que c'est tout le monde qui apporte sa pierre à cet édifice-là, les conseils, les appels et tout. Comment est-ce que, avec lui, comment ça s'est passé déjà, et puis ton entourage, comment est-ce qu'on t'a aidé à gérer le deuil? Je crois que on a beau dire qu'on a besoin de temps, on veut rester seul. Mais le plus grand appui que tu peux avoir, c'est la présence des gens qui t'aiment. Tu n'as peut-être pas besoin de tout le monde en même temps, mais si tu as de temps en temps une personne sur qui tu peux poser ta tête, ça fait un lien fou. Je pense que mon mari, lui, il n'est pas là, mais je passais des journées sur WhatsApp, merci à celui qui a créé WhatsApp. Zouk. Comme ça, toute la journée. Parfois, j'oubliais qu'il était là, mais on était tout le temps en conversation. Il était présent sans être là. Et ça m'a fait... Je ne me suis pas sentie seule. Quand j'avais besoin de pleurer, je pleurais. Il me regardait. Il me disait même... Il n'avait pas besoin de parler. Le simple fait de me regarder pleurer, ça me donnait... Je me dis, oui, il est là. Ma maman, toute ma famille est en Afrique, pour dire, au Cameroun. Je n'ai que ma fille ici et j'ai des amis qui, en plus, avec le confinement, ça n'a pas aidé. Donc, je suis sortie de l'hôpital. C'est ma maman de cœur qui m'a accueillie chez elle le premier mois. Donc, ce n'est qu'avec elle que j'étais au téléphone. Donc, même ma fille était en confinement à Liège, dans son côte ici. Et moi, j'étais en confinement de l'autre côté avec ma mamie. On n'était que nous deux. Mais si j'étais retournée chez moi, toute seule... Avec des souvenirs de l'enfant, la chambre qui était déjà décorée et tout. Je pense que peut-être que je me serais jetée par la fenêtre. Donc la présence dans le processus de deuil, c'est super important. Et que il ne faut pas que les gens se disent qu'est-ce que je vais lui apporter, qu'est-ce que je vais lui dire. Ah non, le simple fait d'être là, de prendre la main, juste prendre la main, ne rien dire, ça représente énormément. Beaucoup. Oui, l'écoute inconditionnelle. Et je sais que plusieurs dames, ça va être la conclusion, hein, je sais que plusieurs dames se disent, alors un conseil pour la suite, est-ce qu'il faut donner un nom à l'enfant qui est parti? Comment est-ce que je fais moi pour me relancer? Est-ce qu'il y a des rites, je sais pas, des prières ou qu'est-ce que tu peux leur dire à ces dames-là? Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'un être qu'on a porté reste un être qui a existé. Moi, j'ai donné un nom à mon enfant, un nom complet, que je ne donnerai plus à aucun. Je dirais, j'ai eu un enfant qui s'est appelé tel. J'ai fait ma fausse couche à 5 mois. Ce que je peux dire aux femmes, c'est que il faut parler. Moi, j'ai parlé beaucoup avec mon enfant. Il faut vraiment parler. Alors, il faut lui dire au revoir, il faut lui dire qu'on l'aime pour le laisser partir. Pour ce qui est des rites, oui, chacun a sa foi personnelle, sa perception personnelle de la vie. Donc, moi, j'ai pleuré mon enfant, j'ai fait des prières, je me suis adressée au Seigneur, mais ça reste personnel. Que chacune le vive comme elle le sent. C'est quelque chose de très personnel et très intime. Moi, je n'ai pas arrêté de parler. Parlez à vos enfants. Il faut parler à l'enfant, même s'il est parti, dis-lui je t'aime, il pleure-le. C'est comme ça que... Sinon, tu accumules ta douleur et puis ça ne s'en va jamais. J'ai envie de te dire merci en fait, parce que tu as évoqué un point, tu as évoqué plein de points importants, mais ce dernier point est très important. On y croit ou on n'y croit pas, mais c'est une âme. Hein. À partir du moment où il y a fécondation du spermatozoïde et de l'ovule, c'est une vie, c'est une âme. Et lui aussi est mal de ne pas pouvoir te serrer dans ses bras. Ça, on l'oublie souvent, on pense que voilà, c'est vite fait et puis voilà. C'est très important ce que tu as relevé. Limite, même si on ressent le besoin de lui demander pardon, pourquoi pas? Si ça peut nous apaiser et l'apaiser lui aussi. Et tu as dit qu'il a besoin de ça pour pouvoir partir. Je dis que ça paraît bête comme ça parce que certaines personnes n'y croient pas, mais c'est tout à fait fondé. Donc moi je te dis merci, hein. On va achever certainement notre plat, notre menu, notre petit déjeuner et j'espère franchement mesdames que cette rencontre avec Michel Ngank ou alors la douce flamme, c'est à vous de voir, moi je l'appelle Michel, j'espère qu'elle vous a apporté. J'ai quand même envie de vous dire que nous allons continuer ce petit échange parce que j'introduis dans la discussion, pas ici à table, mais en tout cas j'introduis la contribution d'une psychologue si jamais vous avez besoin d'avis plus experts encore incessamment.
Voilà, donc Michel est reparti. C'était un petit déjeuner entre filles. J'espère que cette confidence aura aidé plusieurs femmes étant passées par cette situation à ne pas se sentir seules au monde. Vous avez bien vu, encore je le dis, les statistiques sont claires là-dessus. C'est une femme sur 4 dans le monde qui souffre de cela. Et d'ailleurs, Michelle Obama a partagé son expérience en novembre 2018 sur sa fausse couche, donc c'est dire. Donc je propose que l'on retrouve Dr Belinga Ndjenje, qui est psychologue clinicienne à Yaoundé ainsi qu'enseignante à l'université de Yaoundé 1. Alors il faut qu'on en sache davantage et je sais bien qu'on pourra profiter de ses conseils également. Alors bonjour Mireille. Bonjour Lynn. La fausse couche est un avortement spontané qui survient dans les 5 premiers mois de la grossesse. Alors, elle est toujours vécue comme un choc émotionnel, un événement violent à encaisser. Et alors même que l'on se sent chamboulé, on est perturbé, on est malheureuse et profondément déçu, il faut encore faire face à toute une série de processus physiques qui sont souvent désagréables, douloureux et voire même angoissants. Alors, comme dans toute situation de perte, lors d'une fausse couche, il faut faire le deuil. Le deuil pour pouvoir se séparer de l'objet perdu, le deuil pour pouvoir se reconstruire et surtout continuer. Alors, dans la fausse couche, le deuil peut être compliqué parce que c'est un peu la problématique de deuil sans corps. Vous savez, quand on a perdu un être cher et qu'on a tout un processus qu'on met en place pour l'accompagner dans la dernière demeure. Et ce processus a une grande importance sur le plan psychologique. On a l'occasion de la voir pour la dernière fois, d'habiller le corps, de faire toutes ces cérémonies mortuaires et de l'accompagner jusqu'à l'enterrement, ce qui marquera la séparation. Or, avec la fausse couche, généralement, le fœtus est très vite emballé à l'hôpital. Il est parfois jeté, parfois la mère n'a pas du tout vu. Alors ça peut compliquer le deuil. Donc, il est important, mais en même temps, c'est délicat parce qu'il faut voir, il faut tenir compte de la personne qu'on a en face. Il est quand même important souvent que la mère, elle voit les restes. Ça lui permettra de marquer la séparation. Donc ça peut rendre le deuil compliqué. Maintenant, chez nous en Afrique, le deuil de la fausse couche peut être compliqué parce que le corps médical, comme les proches qui sont souvent là, ils ont tendance à banaliser. On a l'impression que l'être n'existait pas, que c'est juste un fœtus comme ça, on banalise. Or, c'est une personne, c'est un enfant que cette mère portait déjà, un enfant qu'elle a investi, qu'elle a pensé, qu'elle voyait déjà dans le futur, pour lequel elle avait déjà des ambitions. Parce que généralement, on va lui dire c'est rien, tu en auras une autre, ça arrive à tout le monde. Et vous allez trouver ces femmes expérimentées qui seront là, moi-même j'en ai eu 5, ça va te passer. Pourtant, la personne qui a fait la fausse couche, elle vit autre chose que personne ne comprend souvent. Et c'est des petites morts qui sont des événements très douloureux et qui peuvent marquer et la femme et le couple, mais l'ensemble de la famille, parce qu'il y a ces enfants qui attendaient déjà leur frère. Il faut tenir compte de cela. C'est pour ça qu'il est toujours important de ne pas prendre la fausse couche à la légère. Alors, vous allez voir, lorsqu'on a perdu une chose qui nous était chère, et surtout quand il s'agit d'un être humain, on a envie de pleurer et c'est très important de pleurer parce que les pleurs sont une décharge émotionnelle qui permettent de se libérer de cette émotion négative qu'on est en train de vivre. Donc il ne faut pas banaliser, et lorsque vous avez en face cette femme qui a fait une fausse couche, ce n'est pas bon de venir lui dire ça va aller, il ne faut pas pleurer. Non, laissez-la pleurer, mais entourez-la. C'est de ça qu'on a besoin, pas de ces conseils qui généralement renforcent les angoisses. Laissez-la pleurer, restez près d'elle, aidez-la, entourez-la, c'est ça qui est le plus important. Alors, il y en a qui donnent un nom à l'enfant, à ce fœtus-là. C'est très important. C'est très important parce que il faut faire attention, l'enfant commence à exister à l'idée de grossesse. Dès qu'on a l'idée de grossesse, c'est un être qui commence à exister. C'est un projet qui se met en place. Donc,
on a déjà une vision sur lui. C'est pour ça que c'est important de lui donner un nom et comme ça aide dans le processus du deuil à savoir que l'enfant tel est parti. Et justement, parce que le piège, c'est souvent de vouloir le remplacer. On parle de l'enfant de remplacement, ce qu'il faut carrément éviter. Un enfant ne remplace pas un autre. Lorsqu'on a perdu un enfant, il faut l'évacuer, il faut faire son deuil, arriver à l'acceptation pour que le prochain qu'on va faire soit un enfant à part. Que ce ne soit pas un enfant remplacé. Sinon, vous faites vivre un autre enfant dans le corps d'un autre. Et vous imaginez, c'est une personnalité que vous êtes en train de détruire. Donc vraiment, attendre de faire le deuil. Et puis, si on a envie de recommencer un autre processus de grossesse pour que l'enfant qui va venir après existe par lui-même et ne soit pas simplement le souvenir de son frère ou de sa sœur qui serait parti. Merci Mireille, moi j'ai jamais douté du fait que tu puisses être à la hauteur de ce sujet, encore que ton expertise l'impose. Alors je vais me séparer de vous mesdames, j'espère vraiment qu'au cours de cette édition, eh bien, vous avez trouvé un certain nombre de réponses aux questions que vous vous posiez. Et particulièrement à ces dames qui ont perdu un enfant. Notez que je ne parle pas des dames qui ont fait une fausse couche, je parle des dames qui ont perdu un enfant parce que finalement ce n'est pas une chose. C'est bien un être vivant que l'on a dans le corps, c'est un être humain et donc oui, c'est un enfant. D'ailleurs, Flamme l'a relevé encore, elle a donné un nom à cet enfant pour qu'il rentre dans la chaîne des vivants, bien qu'il n'ait pas rejoint physiquement cette chaîne-là. Alors, pour toutes les femmes qui ont perdu un enfant, n'hésitez pas à pleurer quand c'est nécessaire. Mais il est également important de rentrer dans le processus de deuil. Parce qu'il y en a qui fuient ce processus. Pour avancer, il faut faire le deuil. Et je pense que autant Flamme que Dr Belinga Ndjendje voilà, nous ont apporté les éléments pour ça. Alors je voudrais quand même relever un fait très important. Beaucoup décident de ne même pas parler de cela parce que ça fait très mal. Et c'est vrai que ça fait mal. On l'a vécu dans la chair. Il y a eu un mouvement dans notre corps. Et puis soudain, le vide, le calme, le silence, c'est douloureux. Et donc oui, quelquefois, on se dit, si j'en parle pas, alors ça n'existera pas ou ça n'existera plus, ça n'aura pas existé. Non. Parce que finalement, parler permet également de guérir. Mais écoutez-vous, lorsque le moment n'est pas venu, de recevoir des gens chez vous ou de vous ouvrir, écoutez votre corps, votre cœur, ne parlez pas. Mais il faudra bien à un moment donné, quand même, sortir progressivement de ce silence pour que la douleur puisse être exorcisée. Finalement, la vie, c'est une succession de hauts et de bas, de montagnes russes. S'il y a des bas, c'est que les hauteurs arrivent. Prenez-le comme ça et repartez du bon pied. Allez, on se retrouve la prochaine fois, les filles. Courage!